Merci d'être avec nous sur BFM TV. Il est bientôt 16 h à la une de l'actualité de ce dimanche. Une disparition inquiétante d'un petit garçon de 2 ans et demi, Émile, au Vernet dans les Alpes de Haute-Provence. L'enfant a disparu hier après-midi alors qu'il se trouvait chez ses grands-parents. Un important dispositif de recherche est mis en place. Un appel à témoins a été lancé. Le procureur de la République fera un point presse à 19 h. 11 départements en vigilance orange cet après-midi. 4 pour canicule, 7 pour orage. Des orages qui ont déjà fait de gros dégâts hier dans l'Yonne ainsi que dans l'Indre-et-Loire avec une maison et une église frappées par la foudre. Après les émeutes, Elisabeth Borne confirme que le gouvernement réfléchit à une amende pour les parents dès la première infraction de leur enfant. La première ministre assure par ailleurs que les moyens seront massifs pour protéger les Français les 13 et 14 juillet. L'inquiétude après la disparition d'un petit garçon de 2 ans et demi au Vernet, dans les Alpes de Haute-Provence. Alizé Boissin, vous êtes sur place pour BFM TV. Alizé, l'enfant jouait dans le jardin de ses grands-parents hier après-midi lorsque ces derniers l'auraient perdu de vue. Et depuis, un important dispositif de recherche est en place. Oui, c'est ça. Il y a évidemment des centaines de gendarmes qui sont mobilisés. Là, vous le voyez sur les images de Célia-Valais. Il y a des gendarmes du PGHM qui sont spécialisés dans le secours en haute montagne. Et puis, il y a aussi beaucoup d'habitants, de touristes qui sont venus prêter main forte et tout simplement venir aider aux recherches en randonnant dans la commune, le Vernet, pour voir s'il n'y avait pas une trace de Émile, 2 ans et demi, qui a disparu hier en fin d'après-midi alors qu'il jouait chez ses grands-parents. On en a rencontré certains avec Célia-Valais, de ses habitants qui venaient chercher. Je vous propose d'en écouter un à notre micro. Le quad, c'est utile. Moi, au début, je m'en suis servi juste pour me déplacer, pour aller vite. Après, voilà, je m'en suis servi pour transporter un petit peu les personnes que je pouvais transporter assez rapidement. Après, je ne sais pas si le quad va être utile dans les petits chemins, si c'est trop escarpé. Voilà. Et de toute façon, il faut regarder, chercher dans les recoins. Un terrain très escarpé, vous l'avez entendu. C'est pour ça qu'il y a un important dispositif de recherche, des gendarmes, des pompiers. Il y a aussi un hélicoptère qui survole la zone, des drones à reconnaissance thermique. Il y a aussi une brigade cynophile, les chiens, qui continuent de chercher. Et le procureur de la République devrait faire une conférence de presse aux alentours de 19 h. Merci Alizé Boissin en direct du Vernet avec Célia-Valais. Évidemment, on continue de suivre cette actualité. Écoutez, François Balix, c'est le maire du Vernet. Il n'a pas caché son inquiétude. Il nous a donné des éléments sur la configuration des lieux. Ce qui est toujours privilégié aujourd'hui, c'est une fugue de l'enfant qui serait réfugié dans un lieu aujourd'hui inconnu, qui ne quitte pas soit parce qu'il est blessé, soit par peur de représailles. Mais c'est vrai que le temps passant, cette hypothèse et l'ensemble de l'environnement étant passé au peigne fin sans succès, cette thèse commence un peu à s'édulcorer. Voilà. On a énormément fait des recherches hier soir et ce matin sur le lieu qui est sans doute le plus dangereux, situé à proximité de la maison des grands-parents d'Émile. Le village est un cul-de-sac, donc il allait peut-être prendre l'autre chemin, que c'est l'ancienne voie communale numéro 1 du Vernet qui va au lac, qui va au col du Labouret, peut-être prendre cette voie, mais l'enfant n'avait que 2 ans et demi, donc il n'a pas pu aller très loin. Bien qu'il est présenté par sa famille comme étant déjà un marcheur aguerri. C'est une famille de grands marcheurs, qui est connue ici pour être même des prodiges de la marche. On rappelle qu'une enquête a été ouverte par le parquet pour disparition inquiétante et confiée à la brigade de recherche de la gendarmerie de Digne-les-Bains. Une cinquantaine de gendarmes et sapeurs-pompiers sont mobilisés. On a vu notamment le PGHM, les unités de montagne de la gendarmerie nationale. Le procureur de la République s'exprimera donc à 19 h. Et puis vous le voyez, un appel à témoins a été lancé avec cette ligne dédiée à cette disparition avec le numéro 04 92 36 73 00. Donc pour toutes les personnes qui auraient pu croiser le petit garçon. On va bien sûr continuer à développer cette information dans nos journaux cet après-midi. À 16h02 également dans l'actualité, la météo et ces 11 départements placés en vigilance orange ce dimanche. 4 pour canicule, vous le voyez, ils sont situés dans le sud-est. Et puis 7 dans le nord-est pour orages violents. Les orages et la foudre qui ont déjà fait des dégâts hier dans divers départements. Regardez ces 2 images impressionnantes. Tout d'abord, cette image témoin, BFM témoin, à Villeneuve-le-Guillard, dans Lyon, une maison dont le toit est parti en feu. Vous le voyez
après avoir été foudroyé. Et puis cette autre image, celle de cette église de la commune de Descartes. C'est en Indre-et-Loire. Cette église qui a été en grande partie détruite, elle aussi, par la foudre. C'était tôt ce matin, des images qui choquent et qui montrent la force des intempéries qui sont actuellement en cours. Et donc ces alertes, on vous le rappelle, aux orages et à la canicule. Et des orages et une canicule qui s'installe. Damien Charton, vous êtes à Lyon pour BFM TV. Le Rhône est en alerte canicule. Il fait très très chaud cet après-midi chez vous, Damien. Et oui, il fait facilement 35 degrés. Vous voyez autour de moi, sur les bords du Rhône, les Lyonnais profitent un petit peu de ce miroir d'eau, de cet petit espace à côté de la piscine du Rhône pour se rafraîchir, se tremper les pieds. C'est une première canicule, évidemment, à Lyon, la première de l'été. Vous l'avez dit, il y a 3 départements de la région Rhône-Alpes-Auvergne qui sont placés en alerte canicule niveau orange. L'Ain, le Rhône et l'Isère. Écoutez, ce matin, nous avons tourné quelques images et pris des interviews de personnes au marché Saint-Antoine. Écoutez comment les Lyonnais s'adaptent au micro de Dorine Jarnias. Chercher l'ombre, de l'eau. Et puis ne pas trop s'attarder au soleil simplement. C'est très dur, c'est très dur. On est venu très tôt ce matin parce que c'est la fraîcheur, ça fait du bien. Mais cet après-midi, on restera plus au frais. C'est vrai que Lyon, Presqu'île, c'est magnifique aussi. Mais là, place Bellecour, je pense qu'il doit faire très très chaud. Donc on va circuler, mais avec un peu de... Voilà. Par les petites ruelles. Voilà. On va pas faire de balade cet après-midi et à partir de maintenant, on va aller chercher l'ombre. Une vague de chaleur qui s'installe donc, il devrait faire chaud encore au moins jusqu'à mardi selon les prévisions de Météo France. Les Alpes-Maritimes sont également en alerte canicule niveau orange. Donc il va falloir s'armer encore un peu de patience pour les Lyonnais, les Isérois et les habitants de l'Ain. En tout cas, même la nuit, les minimales ne descendent pas vraiment sous les 17-20 degrés. Il a fait encore très chaud cette nuit à Lyon. Donc demain, attendu encore des niveaux de température autour de 34-35 degrés à Lyon. Merci beaucoup Damien Charton en direct de Lyon pour BFM TV pour ces précisions et donc ces informations qui confirment que les températures continuent de grimper. Bonjour Patrick Marlière, météorologue, directeur d'Agathe Météo. On le dit, le thermomètre qui continue de grimper de jour en jour. C'est encore le cas cet après-midi, on l'a vu notamment dans le Rhône. Quelles sont les températures les plus hautes ? Alors, on a relevé, là, il y a moins d'une heure, les températures les plus élevées. Ça oscillait entre 37 et 38 degrés dans la vallée du Rhône, dans le sud-est du pays, sur le Vaucluse en particulier. Donc, toutes ces régions ont connu des températures bien supérieures au normal de saison. Et surtout, donc, cette vigilance canicule qui est bien présente, puisque au cours des 2 prochains jours, eh bien, les températures vont être encore plus importantes, notamment demain, pour ne faiblir qu'à partir de mardi, mercredi, mais en restant au-dessus de 30 degrés. Donc oui, on n'a pas fini avec cette vague de chaleur. Alors pour l'instant, cette vigilance canicule ne concerne que les 3 ou 4 prochains jours et essentiellement sur les départements qui sont placés en vigilance. On va rappeler avec vous, Patrick Marlière, ce que signifie une vigilance orange canicule. Alors place un département en vigilance canicule et ces valeurs que je vais indiquer varient énormément d'une région à une autre ou d'un département à l'autre. Mais voilà, il faut que pendant 3 jours, de façon consécutive, eh bien, on ait les après-midi des valeurs de température maximale supérieures à un seuil. Pour les départements que l'on a en exemple, c'est entre 35 et 36 degrés. Mais surtout, il faut que les nuits qui entourent ces 3 journées, la température minimale ne descende pas cette fois en dessous d'un autre seuil qui est souvent autour de 20-21 degrés. Quand ces conditions sont réunies, on place les départements en vigilance. Celle-ci peut se poursuivre. C'est la vague de chaleur continue et elle s'arrête, cette vigilance, lorsque, évidemment, on passe en dessous de ces seuils. Mais pour autant, attention, soyez quand même attentifs, car si on ne sera plus, peut-être à partir de mardi, mercredi prochain, en vigilance orange, on restera en vigilance jaune canicule, car les températures resteront élevées, tout au moins sur la moitié est du pays, et particulièrement près de la Méditerranée. Patrick Marlière, vous le disiez, parmi les critères donc, pour définir une canicule, il y a aussi le fait qu'il faut que les nuits soient suffisamment chaudes, dépassent un certain seuil. Et ça a été le cas la nuit passée encore, avec la nuit la plus chaude depuis le début de l'année, c'est ça ?
Oui, c'est ça, et quasiment tous les jours, on bat des records. Alors, pas seulement en France, quand on regarde les températures moyennes, même au niveau planétaire, tous les jours depuis le 4 juillet, ce sont les jours les plus chauds qu'on a jamais mesurés. Donc, l'ouest de l'Europe et en particulier de la France n'y échappe pas. Et effectivement, on est parti pour quelques vagues de chaleur qui vont nous surprendre encore certainement au cours de cet été. Et le tout accompagné par des orages. Alors, pour l'instant, les orages, on est un peu plus tranquille car les orages s'évacuent vers l'est et vont quitter la France d'ici 1 heure. On sera complètement débarrassé de cette vigilance sur ce secteur. Et puis ensuite, évidemment, cette chaleur est à surveiller car l'été 2023 s'annonce de nouveau spectaculaire. La canicule, les orages, justement, est-ce que la canicule est-elle forcément synonyme d'orage ? Non, mais elle accentue le phénomène. Donc effectivement, lorsqu'on est en présence d'une canicule assez importante, d'une vague de chaleur très importante, et que le moindre apport d'air un peu plus frais par l'ouest donne un conflit de masse d'air qui favorise le développement de ces orages. Alors c'était le cas depuis ce matin, depuis le sud-ouest du pays où on a eu de violents orages de grêle dans la Dordogne par exemple, puis la foudre qui est tombée sur pas mal de secteurs et provoquant ces incendies comme le montraient vos dernières images. Donc voilà, le fait qu'on est en situation de forte chaleur, eh bien, va accentuer la force de ces orages. C'était le cas aujourd'hui, ça sera le cas évidemment à chaque nouvelle alerte, d'autant plus qu'une nouvelle alerte orage est prévue d'être mise en place à partir de mardi. De nouveau, la France sera sous la menace de ces orages dans la journée de mardi. Merci beaucoup Patrick Marlière pour toutes vos précisions, vos explications sur BFM TV sur ce phénomène que l'on continue évidemment de suivre, notamment en ce qui concerne l'évolution de ces vigilances Météo France. On en vient à présent à l'actualité politique. Emmanuel Macron avait fixé un cap avant de dresser le bilan de son gouvernement, 100 jours. C'est à cette occasion et quelques jours après les émeutes déclenchées par la mort de Naël, tué par un policier à Nanterre, que la Première ministre a accordé une interview à nos confrères du Parisien et les annonces d'Elisabeth Borne montrent un certain durcissement de ton. Amaël Bignoli. À l'approche du 14 juillet, la Première ministre se veut rassurante. Les moyens seront massifs pour protéger les Français pendant ces 2 jours sensibles. Dans une interview au journal Le Parisien, Elisabeth Borne confirme la volonté du gouvernement d'éviter à tout prix de nouveaux incidents. Pour cela, un décret vient d'être publié au journal officiel. Objectif, interdire la vente, le port, le transport et l'utilisation de mortiers d'artifice jusqu'au 15 juillet inclus. Autre annonce, la mise en place d'une amende forfaitaire pour les mineurs qui commettraient des dégradations, mesure déjà évoquée par Emmanuel Macron. On veut des réponses très rapides, que les familles mesurent les conséquences des actes commis par leurs enfants. Et si le cadre légal existant n'est pas suffisant, alors on fera évoluer la loi. La Première ministre s'est également adressée aux personnes directement touchées par les violences urbaines. Le projet de loi d'urgence pour aider à la reconstruction des bâtiments et commerces détruits sera présenté lors du prochain Conseil des ministres pour un vote dès cet été. Les particuliers qui ont eu leur voiture brûlée pendant les émeutes, nous allons activer le fonds de garantie des victimes pour permettre leur indemnisation. Durant les émeutes, le gouvernement avait multiplié les réquisitions de retrait de contenus illicites auprès des réseaux sociaux. Dans son interview, Elisabeth Borne l'assure. Il n'est pas question d'aller jusqu'à priver les Français d'Internet si un nouvel épisode de violence urbaine venait à se reproduire. Anne-Sora Dubois est avec nous du service politique de BFM TV concernant les émeutes. Anne, la Première ministre a confirmé réfléchir à une sanction pour les parents de mineurs délinquants. Oui, avec quand même une restriction, c'est que l'exécutif va d'abord voir ce qui est possible à droit constant, c'est-à-dire sans modifier la loi. On vous rappelle quand même que normalement, les parents sont responsables des dégâts commis par leurs enfants, non pas pénalement, mais au civil, c'est-à-dire qu'ils sont censés compenser une partie des frais qui ont été tout simplement dégradés par leurs enfants. Mais la Première ministre dit bien, s'il le faut, nous ferons évoluer la loi. Ce à quoi réfléchit la Première ministre et le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, a été missionné pour regarder ce qui pouvait être fait. Ce qui est envisagé, c'est l'amende forfaitaire. Elle existe déjà pour les adultes, jusqu'à 3 000 €. L'idée, c'est de l'étendre aux mineurs non récidivistes dès le premier délit. C'est un peu l'amende plancher, pour vous le dire comme ça, c'est-à-dire qu'on n'attend pas qu'il y ait eu plusieurs délits, mais dès le premier délit, on sanctionne directement les mineurs et donc leurs parents qui vont devoir payer cette amende d'une amende forfaitaire. On vous rappelle aussi qu'il y a eu quand même une discussion sur les allocations supprimées aux parents. En tout cas, ça a été proposé par une partie de la droite. À cette heure, cette option semble écartée. L'idée, en tout cas politiquement,
c'est quand même d'adresser un message aussi à l'électorat de droite, revenir sur les idées, les anciennes de la famille, de l'éducation, de la responsabilité des parents vis-à-vis de leurs enfants, de la responsabilité des parents, des dégâts causés par leurs enfants devant la nation française. Et ça, bien sûr, c'est un lexique, une idée qui s'adresse un peu, bien sûr, à l'électorat de droite, qui est particulièrement sensible à ces questions de responsabilité des parents et de la famille. Merci beaucoup Anne pour toutes ces précisions. On en revient maintenant à ce principal titre de la journée, la disparition inquiétante depuis hier en fin d'après-midi du petit Émile, 2 ans et demi, dans la commune du Vernay, dans les Alpes de Haute-Provence. Une enquête, on vous le rappelle, a été ouverte par le parquet pour disparition inquiétante, confiée à la brigade de recherche de la gendarmerie de Digne-les-Bains. Une cinquantaine de gendarmes, de sapeurs-pompiers sont mobilisés. Bonjour Éric Meignier, vous êtes ancien secouriste du PGHM, conférencier également. Comment s'organisent les recherches dans ce genre de disparition ? Bonjour. Déjà, ce sont des recherches, comme vous venez de le dire, qui sont assimilées par le parquet et demandées par cette dernière. Donc, ce n'est pas vraiment du secours en haute montagne ou en montagne. Par contre, nous, ce que le PGHM va faire, c'est fournir du matériel, des hommes, pour aller rechercher tous les points un peu difficiles d'accès avec des cordes, des baudriers, des casques, parce que c'est un endroit géologique un peu compliqué. Il peut y avoir des lapias, des trous, il peut y avoir des caves un peu inaccessibles, il peut y avoir des trous d'eau, des canyons, donc il faut des spécialistes. Et puis à côté de ça, des hélicoptères qui maintenant sont munis de plus en plus avec des caméras thermiques qui permettent de repérer un peu plus facilement dans une forêt ou dans des secteurs un peu plus ardus les traces thermiques d'une personne. Donc tout cela est diligenté et vérifié et contrôlé par la section de recherche, la brigade de recherche à l'heure actuelle, qui ne néglige aucune stratégie impossible et prend en compte toutes les possibilités de recherche. Vous parliez de la zone, effectivement, avec ce terrain escarpé, avec des falaises qui ne sont pas très loin. Ça rend les recherches plus difficiles ? Oui, bien évidemment. Déjà, quand c'est un adulte, il y a un mode de réflexion. Pourquoi il est allé là-bas ? Là, il n'y en a pas, malheureusement, c'est un enfant. Un enfant, il va suivre son instinct, peut-être du jeu ludique, quelque chose qui lui plaît. Et quand c'est trop difficile dans une montée, parce qu'il y a un chemin, il peut prendre à droite parce qu'il voit que ça descend, mais il n'y a pas de logique. Et c'est ça qui est un peu plus compliqué avec des enfants, c'est qu'il faut devenir illogique pour pouvoir récupérer peut-être la sienne. Donc, il faut aller chercher à des endroits qu'un adulte n'irait pas spontanément. Et il y a beaucoup de falaises, il y a des petites portions un peu escarpées qu'il faut vérifier systématiquement parce que lui, il aurait pu aller là-bas et sa taille peut lui permettre d'accéder à des trous, à passer sous un rocher qu'un adulte n'irait pas. Et ça rend encore plus complexe parce qu'on essaie de travailler et de ratisser. Ratisser, c'est quadriller. Quadriller, c'est savoir que chaque centimètre carré de la forêt a été regardé, vérifié et qu'on n'a plus à y retourner. C'est en ça que c'est compliqué dans ce moment-là. Il y a cette difficulté, comme vous le disiez, de scruter chaque mètre carré de cette zone, mais il y a aussi la difficulté du temps. Ça fait bientôt 24 heures qu'Émile a été signalé comme disparu. Il faut faire très vite, on l'imagine. Combien de temps il faut pour pouvoir vraiment espérer retrouver cet enfant vivant ? C'est très difficile à dire parce que s'il se met dans un endroit où il y a de l'eau à portée de main, une bouille d'eau, etc., naturellement, spontanément, on est un peu dans ce cas-là, on va récupérer quelque chose de primaire et un enfant est tout de suite primaire. Donc s'il a un endroit caractéristique avec un peu d'eau et qu'il peut se poser, regardez un petit peu ce qui s'est passé il n'y a pas si longtemps que ça dans une jungle en Amérique du Sud. On a pu récupérer des enfants très longtemps après. Il y avait des adolescents avec, mais rien n'est impossible. Par contre, c'est sûr que le temps joue contre nous pour aller récupérer des traces, des indices, les odeurs avec les chiens. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ce que l'on appelle la montée en puissance avec des bénévoles, avec des gendarmes de tout corps d'État, des policiers et d'autres personnes qui peuvent donner un coup de main avec les pompiers et tous les organismes d'État. Et on va aller au PC et ce poste de commandement va pouvoir diligenter des secteurs et au fur et à mesure qu'on va faire les secteurs et qu'on va être sûr que ces secteurs sont bel et bien finis et on peut le clôturer, on va agrandir le cercle, mais on ne peut faire ça que si on est nombreux, comme on l'est, avec des chiens, avec de la logistique, tout ce qui est mis en place et dans le maillage correct pour l'instant.
Merci beaucoup Éric Messnier d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes ancien secouriste du PGHM, les unités de montagne de la gendarmerie nationale. Dans un instant, nous reviendrons justement sur ces recherches qui se poursuivent au Vernet dans les Alpes de Haute-Provence pour tenter de retrouver le petit Émile, 2 ans et demi, qui a disparu hier après-midi alors qu'il se trouvait chez ses grands-parents. Le procureur de la République et le préfet donneront une conférence de presse à 19h. Équipement de tête au poste pilote, affectation de l'alternat sur le poste DU. T'es sûr de toi? Bon, c'est bon. Tu peux le faire, ton essai radio. Est-ce que tu me reçois? 5 sur 5. Rejoignez la communauté des aviateurs. Pourquoi ton impact fissure maintenant? Avec le soleil brûlant, le verre se dilate. Au même moment, le froid de la clim, tellement de tension, ça peut fissurer. Dommage, parce que vous pouvez facilement régler le problème en 3 minutes. Allez sur carglass.fr, tapez votre numéro d'immatriculation, choisissez votre carglass, le jour et l'heure. Et votre pare-brise retrouve sa solidité. Assurez bris de glace, le plus souvent, ça ne vous coûte rien. Un impact? Allez tout de suite sur carglass.fr. N'oubliez pas, .fr. Carglass répare, Carglass remplace. Quand ma voisine m'a vu sourire au téléphone, elle a dit à tout le quartier que j'étais amoureuse. Alors qu'en fait, j'étais juste avec Max, mon conseiller EDF. 9 clients sur 10 sont satisfaits d'EDF. Forcément, ça fait parler. La révision Éco-Contrôle Noroto, c'est une révision complète avec garantie constructeur préservé et diagnostic anti-pollution inclus. Rendez-vous sur noroto.fr. Avec ma femme, on vend la maison, on cherche un bon agent immobilier. ArthurImo.com. Il faut qu'il soit expert immobilier aussi. ArthurImo.com. Et une estimation rapide. ArthurImo.com. ArthurImo.com. Non, c'est pas bête ça. Ça fait 1 heure que je le dis. Quoi? Non, rien. Vous aussi faites une estimation de votre bien sur ArthurImo.com. Dans quelques secondes, Léo va enfin relever les yeux de son portable. Dans quelques secondes, je vais leur annoncer que j'ai gagné à Euromillions et que je partage avec eux. Ce mardi, jackpot de près de 70 millions d'euros. Découvrez My Variation et révolutionnez votre brossage avec la nouvelle brosse à dents électrique notée 4,8 sur 5 par ses clients. Choisissez My Variation pour sa technologie sonique qui procure une incroyable sensation de dents propres et lisses et pour sa batterie infatigable avec 1 mois d'autonomie. Vous aussi, comme plus de 100 000 Français, offrez-vous la nouvelle brosse à dents électrique My Variation à partir de 59 €. Et en ce moment, profitez d'une offre exceptionnelle de moins 15% sur myvariation.com. La livraison est offerte. En vous rendant sur le site comgem.fr, vous pouvez calculer gratuitement votre IMC. L'IMC, c'est l'indice de masse corporelle. Au-dessus de 25, c'est une situation de surpoids et au-dessus de 30, c'est une situation d'obésité. En fonction de votre situation, Comgem vous proposera alors des solutions adaptées. Sur le site, vous découvrirez également les menus qui composent le programme, pourquoi et comment ça marche, ainsi que les témoignages de personnes qui ont perdu du poids avec Comgem. Alors pour savoir si vous êtes en situation de surpoids ou d'obésité, rendez-vous gratuitement sur comgem.fr. comgem.fr. Allez, soyez courageuse. Soyez invincible. Soyez imperturbable. Soyez dans le métaverse ou juste sous une petite averse. Soyez comme tout le monde ou soyez comme personne. Pour chacun d'entre vous, nous déployons depuis 35 ans toute notre énergie et nos réseaux. SFR, soyez vous. C'est quoi cette fenêtre là? C'est du double vitrage pour économiser le chauffage. J'ai mis le même chez moi. Quand BNP Paribas vous aide à rénover, ce n'est pas du cinéma. Découvrez le prêt personnel énergie bio à 2,5%. BNP Paribas, la banque d'un monde qui change. En cas d'ampoule, Compeed soulage la douleur instantanément, protège des frottements douloureux et reste en place plusieurs jours. Compeed, dispositif médical. Claire a séjourné dans cet hôtel incroyable. Et voici ce qu'elle a payé. Julie a trouvé le même hôtel sur Trivago et a payé beaucoup moins cher. Trivago compare les offres d'hôtel des principaux sites de réservation pour trouver l'offre faite pour vous. Un hôtel Trivago. Allez, soyez courageuse. Soyez invincible. Soyez imperturbable. Soyez dans le métaverse ou juste sous une petite averse.
Soyez comme tout le monde ou soyez comme personne. Pour chacun d'entre vous, nous déployons depuis 35 ans toute notre énergie et nos réseaux. SFR, soyez vous. On n'utilise que 10% de la capacité du cerveau. Et comment est-ce qu'on a démontré ça? Avancez pour voir de l'avion. Les avions, on les a inventés avec 10% du cerveau aussi. Bah oui. Une grande pyramide d'Égypte. 10%. Comment ils ont fait ça avec 10%? Vous avez entendu parler du téléphone pliable Samsung Flip? Il paraît que si tu le regardes une fois, c'est génial pour les photos de groupe. Il reste dans ta tête gravé à jamais. Et le seul moyen d'arrêter ça, c'est de changer. C'est l'histoire la plus débile que j'ai jamais entendue. Je changerai jamais pour Samsung. Fuyez! Maintenant! Mais oh, c'est pas Versailles ici. Et vous croyez où là? C'est pas Versailles ici. Mais c'est pas Hop, 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 hop. On est chaque jour un peu plus nombreux à faire des économies d'énergie. Avec Total Énergie, profitez de 30 € offerts pour tout nouveau contrat d'électricité. Découvrez le nouvel aspirateur Dyson Gen 5. 262 Airwatts d'aspiration, le plus puissant de Dyson à ce jour. Sa filtration EPA capture même les virus. Et il s'adapte pour nettoyer partout. L'aspirateur Dyson sans fil le plus puissant. Retrouvez nos offres sur Dyson.fr. Le saviez-vous ? Comme chaque été, le bassin de la Villette se transforme en une véritable base nautique à l'occasion de Paris-Plage. Le paddle, le kayak, le canoë ou encore la pirogue sont autant d'activités à découvrir. BFM TV, partenaire de Paris-Plage 2023. Bientôt 16h30 sur BFM TV. Merci d'être avec nous pour cette édition. On parle de la météo avec cette alerte. 8 départements placés désormais en vigilance orange. Il s'agit de 5 départements qui sont concernés pour la canicule dans le sud-est de la France et puis 3 pour orage, cette fois-ci dans le nord-est. Des orages qui ont fait d'immenses dégâts. Regardez ces images, on vous les remontre. Celle de l'église de Descartes en Indre-et-Loire, qui a été en grande partie détruite par la foudre. C'était ce matin et on en parle justement avec notre invité Sébastien Marchal. Bonjour, vous êtes l'adjoint au maire de cette ville de Descartes. On voit encore ces images impressionnantes des dégâts causés donc, ce matin. Quelle est l'étendue justement de ces dégâts qu'on devine sur ces photos? Qu'est-ce qui a été touché précisément et à quel degré? Bonjour. Oui, effectivement, ce matin, probablement, vers 7h30 que l'église a dû être foudroyée, a priori par la foudre. On a eu un très gros orage sur la commune. Donc là, la toiture a été intégralement détruite. Hein. Vous voyez là, actuellement, sur les images, les pompiers qui sont en train d'opérer. Ils mettent de la mousse pour permettre de stabiliser la voûte qui, elle, ne s'est pas encore écroulée. Donc on a la toiture qui est totalement partie en fumée. Le clocher s'est effondré aussi? Le clocher s'est effondré, enfin la partie boisée du clocher s'est effondrée, vous le voyez sur le côté au niveau de la grue, avec la cloche qui est aussi descendue d'un étage, assez brutalement, oui. Alors on sait que les conditions météo étaient difficiles. Est-ce que vous êtes certain que c'est la foudre qui est à l'origine de ce sinistre ? Je ne vais pas m'avancer, hein. Moi je suis pas dans l'enquête. Ça reste assez probable parce que c'est arrivé au moment où toute la commune a entendu un énorme orage avec des éclairs et le tonnerre retentissant. Donc oui, sur toute probabilité, effectivement, c'est la foudre qui a foudroyé l'édifice. Vous nous confirmez qu'il n'y a pas de blessés, mais des évacuations ? Oui, donc il n'y avait pas de blessés. À 7h30, il n'y avait personne dans l'église et aux environs. On a eu un petit peu peur parce que le dimanche matin, il y avait une messe de prévue un peu plus tard dans la matinée. Et puis c'est le marché dominical sur la commune. Mais il n'y avait personne dans l'église, donc il n'y a pas eu de blessés. En revanche, effectivement, il y a un certain nombre d'évacuations qui ont été
qui ont été faites sur tout le périmètre de l'église, avec un arrêté de péril qui va tomber là dans les minutes qui viennent, préventif, parce que la structure est quand même endommagée. Merci beaucoup Sébastien Marchal, adjoint au maire de la ville de Descartes, on le rappelle, qui a été donc concerné par cet incendie de son église. On est dans Indre-et-Loire. Merci et bon courage à vous également et à vos administrés. Restez avec nous tout de suite, la météo, et après on revient pour le journal. Avec Tendré Plus, twistez la cuisine ordinaire devant la météo. La météo avec The Originals Hotels. Une nouvelle façon de vivre l'hôtel. Plus authentique, plus locale et plus humaine. La météo avec Groupe Verlaine, installateur de pompes à chaleur atlantique alimentées par une centrale photovoltaïque. Groupe Verlaine, le climat de confiance. Cette première canicule de l'année persiste. Ces températures très élevées vont encore se maintenir à des niveaux vraiment très hauts sur le quart sud-est notamment. On voit les orages de ce dimanche qui circulent assez vite et qui évacueront le pays vers le nord-est. Résultat, ce lundi matin, vous profiterez de très larges éclaircies partout. Petit bémol sur la pointe bretonne, la pointe du Cotentin, un petit peu plus de passages nuageux et quelques plaques de grisaille sur le golfe du Lion ainsi que sur les côtes corses. Et puis dans le courant de l'après-midi, eh bien, c'est du grand soleil toujours, une petite averse sur le massif central. Nous retrouverons surtout toujours des températures étouffantes dans ce flux de secteur sud, cet air très chaud qui remonte du Sahara. Regardez les températures au réveil, donc encore des nuits tropicales difficilement supportables sur le quart sud-est. 25 à Perpignan, 25 à Nice, on attend encore 22 à Lyon, 19 degrés entre le sud-ouest, Strasbourg et Paris, 11 degrés seulement à Cherbourg dans le même temps, et dans l'après-midi on monte encore d'un cran sur le quart sud-est. Hydratez-vous, protégez-vous de cette canicule. 37 degrés dans la vallée du Rhône, 35 à Toulouse, 34 du côté de Strasbourg, 31 à Paris et seulement 22 degrés à Brest. Dans le même temps, mardi, on aura des orages ici à surveiller sur les régions centrales, encore de très larges éclaircies et cette canicule qui va persister sur le quart sud-est. Et puis pour mercredi, regardez les températures, encore 38 du côté de Lyon, 34 à Marseille. Donc ça reste extrêmement chaud, surtout sur le quart sud-est, mais d'une manière générale, ça reste chaud quand même partout, 32 à Paris. C'est à partir de mercredi dans ce flux d'ouest que ça devrait quand même baisser d'un cran, même si ça restera encore très chaud en revanche sur le quart sud-est. C'était la météo avec Tendré Plus. Tendré Plus, prenons goût au bon moment. C'était la météo avec The Originals Hotels. Une nouvelle façon de vivre l'hôtel, plus authentique, plus locale et plus humaine. Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Bienvenue si vous nous rejoignez sur BFM TV à 16h30 dans l'après-midi info. À la une aujourd'hui, l'inquiétude après la disparition du petit Émile hier au Vernay dans les Alpes de Haute-Provence. L'enfant de 2 ans et demi a échappé à la surveillance de ses grands-parents. Un important dispositif de recherche est déployé et un appel à témoins lancé. Le préfet et le procureur de la République donneront un point presse à 19h et nous serons en direct dans un instant avec le maire du Vernay, François Balic. 8 départements sont désormais en vigilance orange, 5 pour canicule dans le sud-est et 3 pour orage dans le nord-est. Des orages qui ont fait des dégâts en Indre-et-Loire. Le toit d'une église a entièrement brûlé à Descartes. Il n'y a pas eu de blessés, nous confirmait à l'instant l'adjoint au maire. La foudre serait à l'origine de cet incendie. Fermeté et sécurité, c'est le ton donné par Elisabeth Borne dans son interview aux Parisiens, paru ce dimanche. La première ministre qui annonce des mesures pour les banlieues après les émeutes qui ont suivi la mort du jeune Naël, qui assure également que les Français seront protégés pour célébrer le 14 juillet. Elle fait également le bilan de son action à la tête du gouvernement. Les recherches se poursuivent donc activement dans les Alpes de Haute-Provence après la disparition inquiétante d'Émile, ce petit garçon de 2 ans et demi qui a échappé hier à la surveillance de ses grands-parents. Bientôt 24 heures de disparition dans cette commune du Vernay. Une enquête a été ouverte et un très gros dispositif de gendarmerie et de pompiers déployé. Les heures sont comptées afin de retrouver l'enfant vivant au plus vite. Alizé Boissin, Martin Reynaud, Célia Vallée avec Hilal El Aflahi. Il est 18h12 ce samedi, lorsque les grands-parents d'Émile, dont ils assurent la garde, alertent la gendarmerie sur la disparition de leur petit-fils âgé de 2 ans et demi. Selon le maire de la commune, la famille s'apprêtait à partir en activité lorsqu'Émile a échappé à leur vigilance. D'importants moyens sont déployés pour retrouver le petit garçon. Les recherches se sont poursuivies une partie de la nuit avant de reprendre ce dimanche à 6h du matin. 30 gendarmes, 21 pompiers, 2 équipes cynophiles ainsi que 2 drones à caméra thermique sont mobilisés.
Des volontaires, habitants de la commune et vacanciers font également partie du dispositif. C'est très difficile, on a à peu près fait 2,5 km, je crois. Vous regardez autour de vous pour voir si vous ne voyez pas soit des traces dans les champs de blé ou soit voilà, un t-shirt, quelque chose qui ressort, mais c'est vrai que c'est très difficile. Julien utilise son quad pour faire des allers-retours entre le village et la zone de recherche. C'est un peu mixte, il y a de la forêt, des ruisseaux, des drailles un peu plus haut. Après, ça monte quand même vachement. Après, je ne sais pas si le quad va être utile dans les petits chemins, si c'est trop escarpé. Voilà. Et de toute façon, il faut regarder, chercher dans les recoins. Une enquête judiciaire pour disparition inquiétante a été ouverte. On rejoint tout de suite Alizé Boissin qui se trouve au Vernet pour BFM TV. Une grande solidarité s'est organisée, Alizé, sur place dans le village pour tenter de retrouver le petit Émile. Dans quel état d'esprit sont les habitants du Vernet que vous avez pu rencontrer ? Écoutez, ils sont tous très motivés à continuer les recherches pour espérer retrouver le petit Émile, 2 ans et demi. Et c'est d'ailleurs un élan de solidarité assez impressionnant parce qu'ici, c'est un petit village de 130 habitants et le maire nous le confiait tout à l'heure. Il est surpris de cet élan de solidarité parce qu'ils sont nombreux, des vacanciers, des touristes, des randonneurs qui ont l'habitude de parcourir les chemins du coin. Ils se sont tout simplement présentés dans la journée. Ce matin, cet après-midi, ils se présentent aux gendarmes ici et puis ils sont invités à faire une battue à plusieurs dans les alentours, à faire une randonnée et évidemment à observer, à regarder s'ils n'ont pas vu une trace de ce petit Émile. Alors nous, on a rencontré Jean par exemple, il vient de Cassis, il est en vacances non loin d'ici. Il s'est présenté avec son épouse cet après-midi. Je vous propose de l'écouter au micro de Célia Vallet. On a fait une reconnaissance vraiment importante, mais bon, il est évident qu'on n'a rien trouvé. Et je ne sais pas ce que ça va donner parce que c'est pas un endroit escarpé, mais bon, c'est quand même assez difficile d'accès. Pour un petit enfant de 2 ans, je vois pas le moyen de faire le trajet qu'on a fait. Vous avez fait quoi comme parcours? Vous êtes parti de la maison, vous êtes redescendu? On est parti de la maison, exactement, aux alentours, et puis on est revenu jusqu'au centre du village, là. Voilà. Un élan de solidarité qui complète donc les énormes moyens qui sont déjà mis en place. Les gendarmes sont là, les pompiers, des secours qui continuent de chercher Émile. Et le procureur de la République devrait faire un point sur la situation aux alentours de 19h. Merci pour ces précisions, Alizé Boissin, en direct du Vernet avec Célia Vallet pour BFM TV, donc sur cette zone de recherche. Bonjour François Balic, vous êtes le maire de cette petite commune. On imagine l'inquiétude qui règne dans votre commune. Tout d'abord, comment vont les grands-parents d'Émile? Est-ce que vous avez pu leur parler? Est-ce que vous m'entendez? Bonjour Monsieur le maire. Alors, non. Monsieur le maire, est-ce que vous nous entendez, Monsieur Balic? Bonjour, voilà, on a rétabli la connexion. Je vous demandais tout d'abord, avant d'en venir aux recherches, est-ce que vous avez pu échanger avec la famille d'Émile, ses grands-parents qui sont sur place au Vernet, mais peut-être aussi ses parents? Que vous disent-ils? Comment vont-ils? Alors, on a un petit souci visiblement de liaison avec Monsieur le maire. Qu'on va retrouver dans un instant. On a un petit souci de liaison pour avoir donc les dernières informations sur la disparition du petit Émile, 2 ans et demi. On rappelle qu'une enquête a été ouverte, que bien sûr il y a un gros dispositif sur place, une 50aine de gendarmes qui sont mobilisés, conférence de presse à 19h du procureur de la République ainsi que du préfet et des gendarmes donc pour les dernières précisions. On le rappelle, la zone est escarpée, elle est boisée, il y a des falaises qui sont toutes proches. Monsieur le maire, je ne sais pas si vous arrivez à nous entendre. Oui. Très mal, il faudrait monter le son. Alors, quelles sont les dernières informations que vous avez? Est-ce que vous avez pu notamment parler avec les grands-parents du petit Émile? Écoutez, les recherches se font dans le cadre de l'enquête ordonnée par le procureur de la République, qui fera un point sur les résultats de ces investigations ce soir à 19h. Il y aura un point de presse. Donc moi, je découvrirai comme vous l'état de ces recherches, qui, de ce que je sais à l'instant, sont négatifs. Alors, on a vu qu'également la solidarité s'organise beaucoup dans votre commune. Beaucoup de personnes, d'habitants, même de touristes sont venus prêter main forte aux gendarmes et aux pompiers. C'est important dans votre commune, cette solidarité, pour retrouver au plus vite cet enfant?
Ben oui, parce que bon, il y a quand même une certaine urgence. Et même il y a une urgence certaine maintenant à le retrouver. Il a déjà passé une nuit dehors. On est quand même à 1300 mètres d'altitude. Donc il faudrait que les recherches aboutissent très vite. C'est pour ça qu'il y a une solidarité qui s'est créée spontanément et que une centaine de bénévoles collaborent encadrés par les gendarmes à cette recherche systématique. Racontez-nous comment ça s'est passé, ce que vous en savez en tout cas. Il était chez ses grands-parents hier après-midi au moment du signalement de la disparition, c'est ça? Oui, mais à partir du moment où les faits de disparition sont sous enquête, vous comprenez que bon, moi j'ai pas à m'exprimer sur ce sujet. Précisément la conférence de presse ce soir permettra au procureur de la République de faire le point. C'est une famille que vous connaissez bien? Je connais bien la famille. Oui. Est-ce que c'est une famille que vous connaissez bien, monsieur le maire? Très bien, très bien. Très bien. C'est une famille, j'allais dire, tout à fait normale, soudée. Une grand-mère, un grand-père, des enfants, de nombreux enfants, et puis des enfants qui sont mariés. Et ce petit enfant est né de ces mariages. Le petit Eric, 2 ans et demi. Alors, en tant que maire du Vernet, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la topographie des lieux qui sont donc en train d'être investigués actuellement? Quelles sont les zones les plus dangereuses? Le village du Vernet est quand même situé sur un piton. Donc, il y a des abords qui sont peu pentus, mais il y a des abords qui sont beaucoup plus abrupts. Et c'est sûr que hier, les premières investigations que nous avons faites, les recherches, j'y participais d'ailleurs, ont été faites sur cette partie abrupte de l'environnement du village. Et les résultats étaient négatifs. Merci beaucoup, monsieur le maire, de nous avoir répondu cet après-midi en direct sur BFM TV. Merci à vous et on attendra bien sûr les précisions du procureur de la République, du préfet et des gendarmes à 19h lors d'un point presse. Dans l'actualité également de ce dimanche, ces températures qui sont encore en hausse, en particulier dans le centre-est et le sud-est du pays. 5 départements sont désormais en vigilance orange pour canicule. L'Ain, le Rhône, l'Isère, les Alpes-Maritimes auxquelles s'est ajoutée la Loire. Des orages traversent par ailleurs le centre du pays et abordent le nord-est de la France. Ce sont actuellement les 3 départements de la Moselle, de la Meurthe-et-Moselle et des Vosges qui sont concernés par la vigilance orange aux orages. Et on va rester dans le nord-est de la France où le Bas-Rhin, lui, est concerné toujours par une double vigilance jaune pour orage et pour canicule. Alors à Strasbourg, des installations sont mises en place pour aider les habitants à supporter la chaleur et vous allez le voir, chacun a sa stratégie favorite pour y arriver. Kevin Drouan, Benjamin Berthaud avec Milan Argelas. En profitant d'un verre en terrasse, abrité par les parasols, ouais, c'est bien chaud là. Ou en faisant le plein de fruits frais au marché. Allez, la pastèque est bonne ce matin, goûtez-la. À Lyon, chacun son programme pour affronter la canicule. Ah, excellent. Excellent, c'est bien déshydratant. À l'extérieur, il fait chaud sur les quais là, donc on sent bien là les 38. Ah, on a prévu d'aller à l'eau après. On va aller se baigner, se rafraîchir. À Antibes, les nageurs ont préféré se jeter à l'eau avant que le mercure s'affole. Déjà 27 degrés à 8 heures ce matin, avec une moyenne de 18,9 degrés. La nuit dernière a été la plus chaude de 2023 en France. On a ouvert un peu les fenêtres, mais on les a vite refermées. Les pompiers appellent dès à présent à prendre des précautions face à la canicule. Ça passe par des réflexes de bon sens, si vous voulez. Quand on a des effets caniculaires, on ne va pas s'exposer inutilement au soleil. On prend des dispositions pour se rafraîchir, on prend des dispositions pour ne pas faire de gros efforts, etc. etc. Puisque tous ces petits phénomènes, si vous voulez, s'ils nécessitent l'intervention des secours publics, viennent un petit peu, je dirais, rendre plus difficile la tâche des intervenants. Les fortes chaleurs, mais aussi les orages devraient rythmer votre été. Les canicules et les orages en général se suivent parce qu'on a ces masses d'air qui vont entrer en conflit et qui vont de manière alternée comme ça malheureusement tout au long de l'été impacter les différents territoires. Les températures devraient commencer à baisser à partir de mercredi dans le sud-ouest, mais la canicule devrait persister dans une partie du sud-est.
Et on va voir que cette canicule, elle a des conséquences sur notre corps. Bonjour, docteur Faiza Bossi. Merci d'être avec nous. Vous êtes médecin généraliste. Quels sont les risques pour la santé de ces fortes chaleurs qui ne redescendent notamment pas suffisamment la nuit? En fait, l'environnement extérieur, qu'il soit froid ou chaud, pour nous, c'est une agression. C'est une agression corporelle. Et le corps va tout faire pour maintenir cette température cible qui est de 37 degrés. Donc, quand ton environnement est très chaud, le corps va donc travailler, dépenser beaucoup d'énergie pour maintenir cette température. Il faut bien comprendre qu'à partir du moment où on est une personne vulnérable, que l'on soit âgé, un jeune enfant et ou qu'on ait des maladies chroniques, on va travailler beaucoup plus. Donc, on va avoir des conséquences sanitaires qui sont celles qui commencent par une grande fatigabilité. Et puis, après, on peut avoir au maximum des conséquences comme de la déshydratation, des maux de tête, des nausées, des vomissements, qui sont les classiques réactions qu'on observe à l'insolation et ou un coup de chaleur en cas de gravité. Justement, on parle beaucoup de ces coups de chaleur. À quel signe particulier il faut faire attention? Parce que, comme vous le dites, il y a des personnes vulnérables qui ne sont pas toujours sensibles à ce qui se passe. Qu'est-ce qui doit alerter comme signe? Alors, le coup de chaleur, il y a bien différencié de l'insolation. Le coup de chaleur, c'est ce qu'on appelle une hyperthermie pour nous en médecine. Donc, on a une température corporelle déjà qui est très élevée. On est à 39,5. Donc, autant vous dire qu'on a très, très chaud. Et on va avoir des conséquences comme des palpitations, des muqueuses qui sont très sèches avec l'envie de boire. Et puis, au maximum, on va avoir un état de confusion, voire même de coma. Donc, on a un véritable pronostic vital qui est engagé. L'insolation, c'est différent. La température est plus faible. On est aux alentours de 38,5, maximum 39. On a vraiment très mal à la tête. Mais on est complètement conscient. Donc, ce n'est pas tout à fait le même enjeu en termes de pronostic. On va rappeler les conseils, les principaux conseils pour éviter justement ce coup de chaleur. C'est toujours utile de rappeler. Absolument. On est dans de la répétition en médecine de façon générale et vous en faites le relais. Alors, la première chose, c'est quand il fait très, très chaud, il faut, se mettre au repos. C'est ce que j'expliquais en préambule. S'hydrater au maximum, donc penser à boire. Quand on a un enfant qui n'est pas dans la demande par rapport à l'eau, c'est de penser à bien l'hydrater régulièrement. Porter des vêtements qui soient amples et légers. Éviter de sortir entre des horaires indus qui sont 10h et 16h, voire maintenant 18h, parce que même à 18h, il fait encore chaud. Pour ceux qui pratiquent une activité physique, là encore, on va éviter de courir et de faire un marathon de 40 km à midi. Ça me semble complètement inconvenant. Donc, on essaye de limiter son activité physique. Pensez à bien manger avec des produits qui soient riches en eau. Donc, on est sur des fruits et des légumes. Et puis maintenir son environnement au frais à la maison, donc de fermer ses volets et de les ouvrir quand il fait un petit peu plus frais. Ça, c'est les mesures de prévention. Si malheureusement le coup de chaleur est présent, il est déjà arrivé, quels sont les premiers gestes de secours que l'on peut administrer à une personne qui subit le coup de chaleur? Alors, quand on est sous un effet de coup de chaleur, si la personne est encore consciente, donc on va pouvoir l'emmener dans un endroit qui est ombragé, la mettre en position latérale de sécurité, ne pas oublier de prévenir les secours, donc de les alerter, et ces derniers vont pouvoir agir. Si la personne est, elle, par contre, inconsciente, évidemment, on prévient, on alerte, et si on peut secourir, on le fait en faisant des gestes de réanimation. Si ce n'est pas le cas, on laissera les secours se faire. Et puis, dans le cadre d'une insolation, on va réhydrater la personne et on pourra utiliser aussi des dispositifs à base de petites lingettes fraîches, notamment sur la zone du cou et sur la zone de la tête. On dit beaucoup qu'il y a de plus en plus de chaleur, de phénomènes extrêmes. Est-ce que vous constatez dans votre cabinet qu'il y a de plus en plus de gens qui supportent mal ces fortes chaleurs? C'est vrai que nous ne sommes génétiquement pas faits, nous, pour supporter cette vague de chaleur qui a été assez rapide. On a été singulièrement programmés, entre guillemets, pour le froid, mais pas pour le chaud. Il faut rappeler que le chaud, ça tue. Donc voilà, c'est un constat. Et puis on a aussi une population qui est vieillissante, avec donc des pathologies chroniques qui peuvent contribuer à déséquilibrer leur état sanitaire. Donc oui, on est amené à avoir de plus en plus de patients dans le cadre de canicules. Merci, docteur. Merci beaucoup. Merci pour ces précisions et ces conseils. Donc, attention à la chaleur ces prochains jours, puisque ça continue encore jusqu'en début de semaine, a priori jusqu'à mardi au moins. Dans l'actualité également, à 16h46, on en revient à cette interview donnée par la Première ministre Elisabeth Borne aux Parisiens, qui revient sur plusieurs points et qui affirme avec fermeté les mesures qu'elle compte prendre, notamment après les émeutes qui ont eu lieu après la mort de Naël. On veut des réponses très rapides, que les familles mesurent les conséquences
conséquences des actes commis par leurs enfants. Et si le cadre légal existant n'est pas suffisant, alors il faudra faire évoluer la loi. Mesure donc qui vise à contraindre les parents ou encore les mineurs par, pourquoi pas, des amendes forfaitaires. Autre proposition également, la ministre s'engage à protéger les Français. Tous les moyens seront mis en œuvre et seront massifs pour protéger les Français pendant les 2 jours sensibles du 13 et 14 juillet. Évidemment, elle parle de la fête nationale. Et puis la Première ministre qui a également fait un bilan sur les 100 jours de son gouvernement, alors que des rumeurs sur un possible remaniement se font entendre dans la classe politique. Exactement. Tout de suite, votre chronique. Prenez soin de vous. Alain Ducardonnet et Mario de Frouville qui nous font découvrir comment les urgentistes s'entraînent aux conditions les plus extrêmes. C'est bon de regarder. Prenez soin de vous avec Naturalia. Naturalia, c'est bon de manger sain. Votre programme commence dans 8 secondes, soit le temps qu'il faut pour transformer votre canapé en vrai lit. Votre programme avec la maison convertible. Le décor, le son, les images, même la fumée, tout est mobilisé pour créer le cadre le plus réaliste d'une intervention en urgence. Par exemple, au bord d'une autoroute, regardez. Quand il y a des gros camions qui passent, ça peut être quand même déstabilisant d'entendre ça passer juste à côté de nous pendant qu'on est en train de réanimer, de se concentrer. Donc ça peut, oui, il faut faire attention. À l'origine de ce projet, l'hôpital de Mulhouse. Il s'agit de mettre en condition, d'entraîner en fin de compte les soignants dans les conditions les plus réalistes. Salut Alex. Salut. On a une femme de 40 ans qu'on vient de sortir de l'immeuble en feu là, avec cardio-respiratoire. Là, j'ai commencé à masser, ça fait 3 minutes que je masse. Je te laisse préparer l'adresse. Le Covid nous a montré que les choses rares, qu'on fait assez peu souvent, on a du mal à être performant dessus. C'est bien connu en médecine. Et qu'on avait besoin d'avoir des outils de simulation. Pourquoi ? Parce qu'il y a un principe aujourd'hui qui dit « jamais la première fois sur le patient ». Et selon ces urgentistes, même le toucher et même les mannequins en latex utilisés sont ultra fidèles à la réalité. Il y a un travail de dessin qui est fait sur la peau aussi avec les veines qui ressemblent à s'y méprendre à des vrais patients. Et le SAMU de Mulhouse a mis en place cette salle fin décembre dernier. C'est pour l'instant la seule salle de formation immersive en France, mais il est certain qu'elle fera des émules. On se retrouve dimanche prochain et d'ici là, prenez soin de vous. C'était bon de regarder. Prenez soin de vous avec Naturalia. Naturalia, c'est bon de manger sain. Votre programme est fini depuis 8 secondes, soit le temps qu'il faut pour transformer votre canapé en vrai lit. Votre programme avec la maison convertible. Merci de nous avoir suivis dans l'après-info cet après-midi. Retrouvez Ronald Guintranche pour BFM Story Weekend. Évidemment, il reviendra sur la disparition toujours inquiétante du petit Émile, 2 ans et demi, au Vernet, dans les Alpes-Maritimes, des Alpes de Haute-Provence, à savoir qu'à 19h, donc, un point presse sera donné par le procureur et par le préfet également, donc, pour donner plus de précision sur les recherches qui sont toujours en cours, aidées notamment par de nombreux bénévoles. Merci de nous avoir regardés cet après-midi sur BFM TV. À bientôt, bonne fin de soirée.